Bonjour à tous, je m'appelle Pascal Pantenne, je suis consultant et expert pour les établissements français à l'étranger et on m'a demandé d'animer ce webinaire qui est consacré à l'école maternelle au groupe scolaire René Descartes de Tunis. Voilà un petit peu, on a une petite heure à passer ensemble. La règle du jeu, il va y avoir d'abord une présentation par Madame Selaoui, je vais vous la présenter un peu mieux, du groupe scolaire René Descartes, une présentation aussi de Valérie Kayser. Et pendant toutes ces présentations-là, vous avez la possibilité de chatter, c'est-à-dire de nous poser des questions. J'essaierai de les regrouper et les poser à nos intervenants dans la dernière partie de ce webinaire. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. Sachez que ce webinaire sera enregistré et on vous communiquera la possibilité, évidemment, de le revoir en podcast. Voilà, merci beaucoup. J'espère que cette réunion va bien se passer, j'en suis sûr aussi. Et je laisse tout de suite la parole à Madame Selaoui. Bonjour à tous. Voilà, on est aujourd'hui en direct dans le cadre du premier webinaire à caractère informatif organisé par le groupe scolaire René Descartes à destination de nos parents d'élèves et des futurs parents d'élèves du groupe. Voilà, aujourd'hui, vous êtes tous les bienvenus. Donc, je vois que les participants commencent à arriver. Vous pourriez, lors de cette webconférence, interagir et vous avez accès au chat, comme il a dit M. Pantel. Ce webinaire, il a un caractère un peu spécial aujourd'hui puisqu'il s'agit de la présentation des enjeux de l'enseignement maternel dans l'enseignement des programmes français et dans le parcours de scolarité d'un enfant. Voilà. Je me présente, Madame Selaoui de la Direction Générale du groupe scolaire René Descartes et à mes côtés, Madame Valérie Kayser, notre directrice d'école de l'école Nasr, qui est aussi donc directrice d'école, maître formatrice et conseillère pédagogique auprès du ministère de l'Éducation nationale français et qui est en détachement auprès de notre groupe. Voilà, Valérie, tu as la parole. Donc, je te passe la parole pour présenter un peu ta conférence. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci Madame Selaoui, merci Monsieur Pantenne. Eh bien, alors ne perdons pas de temps. Je vais partager avec vous le PowerPoint de cette conférence destinée à vous présenter les enjeux de l'école maternelle. Alors, juste le temps de vous insérer tout ça. Voilà, normalement, tout est bon. Alors, merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire. Vous êtes ici certainement parce que vous prévoyez d'inscrire votre enfant à l'école maternelle française ou alors vous êtes au stade de la réflexion sans avoir encore pris votre décision. Alors ça, c'est tout à votre honneur de vous interroger sur la pertinence de cette scolarisation en maternelle. Et je vais essayer ici aujourd'hui de répondre aux questions que sans doute vous vous posez. Et parmi ces questions, il y a très certainement celle-ci. L'école maternelle est-elle une vraie école ? Qu'est-ce que mon enfant va y apprendre? Quel est l'intérêt d'inscrire mon enfant à l'école maternelle alors qu'il ne fait que jouer? Quel est mon rôle de parent? Quelles sont les spécificités de l'école maternelle René Descartes? Le coût financier est-il justifié? Est-ce que la rentrée en petite section est préparée de façon spécifique? Et puis, à qui puis-je m'adresser si j'ai d'autres questions? Et est-ce que je peux lire éventuellement d'autres documents plus précis si j'en ai besoin? Alors, l'école maternelle, elle constitue un espace et un temps de transition entre la famille et l'école élémentaire parce que c'est à l'école maternelle que l'enfant va peu à peu acquérir son statut d'élève. Alors, l'école maternelle, elle tient une place très spécifique dans le système éducatif. D'abord parce qu'elle est initiale, évidemment, c'est la première école qu'un enfant va fréquenter, et aussi parce qu'elle est centrale. Toutes les compétences qui vont être travaillées à l'école élémentaire, au collège, au lycée, reposent sur le travail qui est mené en maternelle. Alors évidemment, encore faut-il en connaître les spécificités. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette école? Comprendre à quoi elle sert, comment les jeunes enfants apprennent et en quoi elle favorise la réussite scolaire. Alors évidemment, l'école maternelle française, elle est reconnue depuis longtemps pour sa créativité pédagogique et la qualité de son enseignement. C'est pas une garderie, c'est pas un jardin d'enfants, c'est une vraie école et elle met en œuvre une pédagogie originale. Alors, quand il arrive pour la première fois à l'école, ce jeune enfant, il va devoir s'affronter à un monde nouveau dans lequel il doit apprendre à vivre. Alors, pour ça, les enseignants lui offrent un cadre de vie et des activités qui lui permettent de grandir dans un univers culturel stimulant et favoriser son autonomie. Cette école maternelle, elle éduque et elle socialise en donnant aux enfants les moyens de devenir grands. Alors,
l'école maternelle, c'est un lieu favorable à l'épanouissement, évidemment, de l'enfant dans toutes ses facettes de sa personnalité, mais c'est aussi et surtout une étape indispensable à l'adaptation et la réussite scolaire. Alors, indispensable, en effet, les chiffres le prouvent, hein. Avant même l'obligation de la scolarisation des 3 ans voulue par M. Macron, vous savez qu'en France, depuis la rentrée de 2019, l'école maternelle est devenue obligatoire. Mais avant même cette obligation, plus de 90% des enfants de 3 ans étaient scolarisés en maternelle et en grande proportion à l'école publique. Alors, pourquoi est-ce que l'école maternelle, elle est autant sollicitée en France? En partie parce que dans les années 60, les recherches sur le développement de l'enfant ont déterminé que tout se joue avant 6 ans. Et quand on a bien en tête que tout se joue avant 6 ans, on comprend évidemment les enjeux de cette école maternelle et le travail qu'on y fait. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi catégorique que ça. On ne peut pas dire que tout se joue avant 6 ans, mais sinon ce serait un peu désespérant quand même. Mais beaucoup se joue avant 6 ans. Et si le risque zéro n'existe pas, la garantie 100% n'existe pas non plus. Mais je pense pouvoir dire, sans me tromper d'ailleurs, qu'un enfant met toutes les chances de son côté s'il a commencé sa scolarité dans une école maternelle française, s'il veut faire sa scolarité dans une école française. Alors, l'école, hop, je suis allée un petit peu trop vite, excusez-moi. Hop, je vais revenir un tout petit peu ici. Hop, voilà. Alors, ça va un peu plus vite que la musique. Voilà. Alors, l'école maternelle, c'est une vraie école et c'est une grande école. Il y a des programmes à respecter et l'école maternelle, elle va structurer ses enseignements en 5 grands domaines d'activité. C'est ce que plus tard, on va appeler les matières. Chaque domaine est essentiel au développement de l'enfant. Alors, à l'école maternelle, les enseignants travaillent en équipe et ils sont encadrés par une direction pédagogique qui va mettre en œuvre l'adéquation entre les instructions officielles du ministère français et évidemment la spécificité du contexte local d'école française à l'étranger. Et tout ça, ça rentre dans le cadre d'un projet d'école qui s'insère dans un projet d'établissement qui est plus global. Et l'enseignant, il va mettre en place des situations d'apprentissage variées qui vont s'appuyer sur un vécu commun, sur la vie vraiment de l'enfant, plutôt, et c'est ça la spécificité de notre école maternelle française, plutôt que sur des exercices formels sous forme de fiches. Alors, les 5 grands domaines de l'école maternelle sont les suivants, vous les voyez là sur le slide. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, hein, c'est l'oral, c'est l'écrit, c'est le domaine phare, c'est le plus important, c'est la priorité des programmes. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique, hein, c'est globalement le sport. Agir, s'exprimer, comprendre au travers des activités artistiques. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée. Alors ça, c'est ce qui va conduire plus tard dans la scolarité aux maths et à la démarche scientifique en général. Et puis, explorer le monde, c'est les sciences, c'est ce qui va préparer aux sciences, à l'histoire, à la géographie. Alors, ces programmes de l'école maternelle sont donc les fondations de l'école élémentaire. Et ils sont rédigés dans un document très officiel du ministère français, hein, c'est un document d'une 30aine de pages. Là, à l'heure actuelle, les programmes qui sont en cours, qui sont en application, datent de 2015. Ils ont été légèrement remaniés à l'été 2020, mais ils datent de 2015. Et pour chaque domaine, le programme établit une définition, des objectifs visés et donne des indications pédagogiques. Alors, pourquoi je précise tout ça? C'est parce que, pour que vous compreniez bien que le travail qui est mené en classe, il est cadré par des documents officiels. C'est pas chaque école fait ce qu'elle veut comme elle veut. L'école, elle est homologuée par le ministère français. Donc, les enseignants ici à l'école maternelle en Tunisie, en l'occurrence la nôtre, ces enseignants ont les mêmes consignes que s'ils étaient en France. Alors, par exemple, dans ce grand domaine, le premier domaine, qui est le domaine de la langue, qui couvre donc l'oral et l'écrit, les objectifs visés, c'est ce qu'il faut viser en école maternelle, oser entrer en communication, comprendre et apprendre, échanger et réfléchir avec les autres, commencer à réfléchir sur la langue et acquérir une conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est la conscience des sons. Écouter de l'écrit et comprendre, découvrir la fonction de l'écrit, commencer à produire des écrits et en comprendre le fonctionnement, et découvrir le principe alphabétique et commencer à écrire tout seul. Et tous ces objectifs permettent de fixer, comme attendu à la fin de la scolarité maternelle. Voilà, alors évidemment, là, on ne va pas tout lire, hein, mais je voulais vous montrer juste que, outre les programmes, il y a des attendus. Et ces attendus, ce sont des attendus qui sont de la part, évidemment, des enfants, donc de la part des enseignants et donc de la part de l'école. C'est une obligation. Donc, de l'entrée en petite section jusqu'au dernier jour de grande section, les enseignants doivent mettre en œuvre des séances qui
qui mène à ces attendus, tout en tenant compte du rythme des enfants de cet âge et de leur développement. Autre exemple, avec le grand domaine numéro 4, c'est le domaine construire les premiers outils pour structurer sa pensée. C'est donc ce que je vous disais, ce qu'on va appeler plus tard les maths. Alors ici, on étudie la découverte du nombre et puis la découverte des grandeurs, des mesures et des suites organisées. Alors, savoir compter, ce n'est pas seulement, et ça c'est important, c'est pas seulement et loin de là, savoir réciter la comptine numérique. Dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de mémoire, c'est bien, c'est de la récitation, ça fait partie en effet des programmes, mais ça ne suffit absolument pas à dire qu'un enfant sait compter. En effet, un enfant peut très bien savoir réciter la comptine numérique, même beaucoup plus loin d'ailleurs, sans savoir l'utiliser pour dénombrer une collection. Alors, dénombrer une collection, c'est par exemple, j'ai un tas d'objets sur une table et je dois les compter. Là, c'est la construction du nombre. Donc, dans cette partie, découvrir les nombres et leur utilisation, les objectifs visés pour tous les enseignants, construire le nombre pour exprimer une quantité, stabiliser la connaissance des petits nombres, utiliser la suite orale des mots nombres, écrire les nombres avec les chiffres et dénombrer. Et donc, on arrive là aussi à des attendus officiels en maths. Pareil, je ne relis pas tout le slide, mais vous voyez par exemple le dernier point, le tout dernier point d'étudier les nombres, c'est dire la suite des nombres jusqu'à 30, lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à 10. Donc, vous voyez bien que réciter les nombres, c'est un des attendus, mais c'est loin d'être le seul. Et d'ailleurs, s'il est écrit en dernier, ce n'est pas par hasard. Alors, si vous décidez d'inscrire votre enfant à l'école maternelle, vous êtes déjà un peu, et puis d'ailleurs, si vous êtes là, si vous participez à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà un peu dans ce lien qui se construit entre l'école et la famille, et c'est un lien de coéducation. L'école maternelle, elle se veut très ouverte aux parents. Elle partage avec vous l'éducation des enfants, ce qui implique donc une confiance et une information réciproque. L'école, elle doit expliquer, faire comprendre, justifier ses choix, donner à voir et à comprendre ses façons de faire. C'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui. On sait bien que pour les parents, comprendre ce qui se trame et ce qui se joue et ce qui se travaille à l'école maternelle, c'est pas si évident que ça. Et l'école maternelle, elle va prendre le temps d'écouter les familles et de rendre compte aussi des progrès ou des problèmes passagers rencontrés par son enfant. Et dans ce lien entre l'école et la famille, il y a des partenaires importants qui sont les représentants des parents d'élèves qui peuvent aider à construire ce lien, mais pas seulement, parce que ces représentants de parents d'élèves sont associés à des thèmes aussi de réflexion commune. Alors, entre les enseignants et les parents à l'école maternelle, le plus difficile à construire, et c'est là que parfois ça peut un peu coincer, donc il vaut mieux en parler avant, le plus difficile à construire, c'est la bonne distance. C'est souvent là le point d'achoppement. Pourquoi la bonne distance? Parce que c'est le premier contact que vous allez avoir avec l'école et c'est possible que l'école vous renvoie une autre image de votre enfant, une image qui va être plus distanciée d'un enfant qui commence peu à peu à échapper au cercle de la famille. Et vous, parents, vous allez découvrir un nouveau métier, celui de parent d'élève. Et c'est très important que les liens se tissent entre les enfants, la famille, l'école, dans une perspective de dialogue et de collaboration éducative. Vos attentes, celles des enseignants, elles doivent s'ajuster pour la réussite du projet éducatif de l'enfant. Alors, être parent d'élève, c'est un métier, et être enseignant, c'est un métier aussi. Et c'est pas parce qu'on est parent qu'on sait enseigner. Et parfois, certains parents, alors pas vous, parce que vous serez des parents modèles, vous serez des parents parfaits, mais parfois, certains parents veulent aller un peu plus vite que la musique. Par exemple, des parents qui nous disent que leur enfant doit sauter une classe parce qu'il sait écrire son prénom, réciter l'alphabet, compter jusqu'à 30. Alors, premier élément important, les maintiens, on appelle les maintiens, les redoublements, sont très rares en maternelle et d'ailleurs, ils sont interdits en France, sauf dans le cas d'enfants souffrant de handicap et pour lesquels on attend une inscription dans un établissement spécialisé, mais sinon, c'est interdit. Et de même, les sauts de classe sont très rarement accordés. Alors, pourquoi? Parce qu'un enfant, il peut très bien savoir réciter l'alphabet de façon mécanique comme un perroquet, ça, il peut savoir très bien faire ça. Ça ne veut absolument pas dire qu'il en est à un stade avancé de son parcours de lecteur. Et pareil pour les nombres, il peut très bien savoir compter jusqu'à 50 comme un perroquet et pas du tout avoir construit suffisamment son parcours de compteur. La pédagogie française, surtout en maternelle, donc la pédagogie qui s'applique ici dans notre école, c'est une pédagogie qui ne favorise pas du tout l'apprentissage par cœur, mais c'est plutôt la pédagogie qui s'appuie sur une construction réflexive. Et ça prend du temps. Une scolarité, c'est long.
et ça doit s'appuyer sur de solides fondations. Donc, sauter ou redoubler une classe, franchement, à l'échelle d'une vie, ça ne va pas changer grand-chose, sauf à prendre le risque que les fondations ne soient pas si solides que ça. Par conséquent, le dialogue entre vous, les enseignants, les directions pédagogiques, ce dialogue-là, il doit être basé sur une confiance et une reconnaissance des compétences des uns et des autres. Vous connaissez très bien votre enfant, ça c'est vrai, mais vous le connaissez en tant qu'enfant, alors que nous, on va le connaître en tant qu'élève qui construit son parcours scolaire. Si votre enfant est brillant, tant mieux. Alors ce sera l'enseignant de fournir des activités adaptées à son niveau et qui le place en position de progresser, bien sûr, toujours, hein, et pas de s'ennuyer et de régresser. Alors justement, pour progresser, une excellente question qui se pose toujours et qui est tout à fait légitime, et puis il nous faut y répondre nous, c'est comment est-ce qu'un jeune enfant apprend? Alors un jeune enfant, il apprend en priorité et avant tout, et c'est normal, un enfant apprend en jouant. Alors le jeu, c'est diverses formes de jeu, hein. C'est le jeu symbolique, le jeu d'exploration, le jeu de construction. Je vais y revenir un peu plus tard, hein, sur cet aspect du jeu. L'enseignant, il observe l'enfant pendant les phases de jeu libre, mais surtout, l'enseignant propose des jeux qui sont structurés et qui visent des apprentissages spécifiques. L'enfant, le jeune enfant, il apprend aussi en maternelle en réfléchissant et en résolvant des problèmes. Alors, l'enseignant, il va mettre l'enfant face à un problème qui est à sa portée. Réfléchir, résoudre des problèmes, alors seul ou avec le maître ou avec les camarades, tout ça, ce sont des activités cognitives de très haut niveau qui sont fondamentales pour donner aux enfants l'envie d'apprendre et pour les rendre autonomes intellectuellement. L'enfant apprend aussi en s'exerçant. Alors ça donne parfois l'impression que les enfants travaillent toujours la même chose. Alors c'est en partie vrai, parce qu'ils ont besoin de cette répétition, mais ça c'est à moduler parce que les activités peuvent varier alors que l'objectif reste le même. Je vous donne un exemple en graphisme. Quand on va commencer à travailler la ligne horizontale, vous allez entendre vos enfants qui très souvent vont vous dire « Aujourd'hui à l'école, j'ai fait des traits, j'ai fait des traits, j'ai fait des traits ». Alors en réalité, derrière ce « j'ai fait des traits », il y a diverses activités. Le tracé dans la semoule, le tracé dans le sable, des découpages, des collages, des traces à la peinture, des lignes plus précises au feutre, etc., etc. Donc, c'est diverses activités pour un même objectif. Et puis enfin, l'enfant en maternelle, il va apprendre en se remémorant et en mémorisant. C'est ce qu'on fait dans tous les moments de la classe. Lorsque, par exemple, l'enfant demande « Qu'est-ce qu'on a fait ce matin ?» On a préparé une soupe. Qu'est-ce qu'on a pris comme légumes? C'est aussi en apprenant les chansons, les comptines, les poèmes. Pourquoi? Parce que les opérations mentales de mémorisation chez un jeune enfant, elles ne sont absolument pas volontaires. Ça veut dire qu'il ne se souvient pas de façon automatique. Et c'est une des raisons d'ailleurs qui explique pourquoi il ne vous raconte ou il ne vous racontera rien de ses journées. C'est pas parce qu'il n'a rien à vous dire, c'est parce que lui, il ne peut pas se remémorer en différé. Donc l'enseignant, son rôle, c'est d'aider l'enfant à stabiliser des informations en faisant des retours réguliers sur les activités antérieures. Et pour ça, il va recourir beaucoup aux traditionnels rituels. Les rituels, ce sont des activités phares en maternelle. Alors, le jeu, le mystère du jeu. Votre enfant vous dit aujourd'hui, j'ai joué à l'école, et évidemment, vous, de façon légitime et pertinente, vous vous interrogez sur la nécessité de scolariser votre enfant dans une école alors qu'il passe son temps à jouer. Alors, en l'occurrence, il ne fait pas que jouer, mais c'est vrai que ça occupe une grande partie de ses journées et ça, c'est une très bonne nouvelle, à condition de savoir ce qu'on entend par jouer. Alors, jouer à la maison, jouer avec les cousins et les cousines, c'est pas la même chose que jouer à l'école. L'enseignant de maternelle n'est pas un surveillant de garderie qui regarde ses élèves jouer à longueur de journée, mais il s'appuie sur les jeux pour construire les séances en adéquation avec les programmes scolaires. Autrement dit, pour passer du statut de l'enfant au statut de l'élève, il faut absolument passer par le jeu. Qu'est-ce qui se passe si cette transition ne se fait pas? Autrement dit, si l'enfant n'a pas appris en jouant avec une pédagogie adaptée. Alors, il va devenir quand même élève, hein, ça c'est évident, mais pour ça, il va en payer le prix fort. Ça veut dire qu'il ne saura pas ce qu'il va faire à l'école, qui très vite, l'école lui apparaîtra dès le début de sa scolarité comme une corvée. Donc, il n'aura pas envie d'apprendre, il n'apprendra pas par lui-même et il ne réfléchira pas. À la fin, il subira ses apprentissages plutôt que d'en être acteur. Alors tout ça, c'est pas moi qui vous le dis, j'ai rien inventé, hein. C'est des chercheurs qui ont dit tout ça. Le jeu, il est essentiel au développement physique, social, psychique de l'enfant. Et ça, vous l'avez vu déjà, vous. Dès les premiers mois de sa vie, vous, adultes, vous communiquez souvent avec votre bébé
en jouant. Hein, c'est la petite bête qui monte, c'est le caché, pas caché, etc. Et en grandissant, l'enfant prend peu à peu possession de son corps. Il va développer sa motricité, sa mobilité dans l'espace par la pratique de jeux d'exploration. Et puis, il va accéder aux jeux symboliques. Hein. Les jeux symboliques, c'est jouer à la marchande, jouer à la maîtresse, jouer au papa et la maman. Et les jeux à règles. Les jeux à règles, c'est les jeux de société, c'est les jeux collectifs de plein air. Là, l'enfant, il entre en interaction sociale. Ça veut dire qu'il va devoir accepter des règles communes en maîtrisant son propre désir. Là, on apprend qu'on joue, on respecte des règles du jeu et on ne va pas forcément gagner à tous les coups. Et alors, évidemment, l'école maternelle, elle arrive exactement au moment où la pratique quotidienne de ces jeux, elle va aller avec le bon développement psychologique, neurologique et cognitif de l'enfant. Donc, c'est le jeu qui est utilisé comme support pédagogique efficace et pertinent pour poser les fondations sur lesquelles s'appuieront plus tard les apprentissages disciplinaires. Autrement dit, c'est simple en réalité. Hein. L'enfant a besoin de jouer pour se construire et l'école a besoin de jouer pour construire les apprentissages. Donc, c'est à l'enseignant de mettre ça en adéquation. Donc, votre enfant, il joue en maternelle, pas pour s'occuper, pas pour passer le temps, mais parce que c'est comme ça qu'il apprend. Alors, on va prendre un exemple avec ce qu'on peut faire dans un espace cuisine. Vous en voyez un là sur le slide, hein, un espace cuisine. L'enseignant va proposer de préparer un repas ou de réaliser une recette. Alors, il pose le scénario. Hein. Il dit aux enfants, aujourd'hui, nous allons mettre la table pour 4 personnes. Ici, on vise des compétences langagières très précises parce que l'enseignant va demander aux enfants de nommer les objets et de construire des phrases de plus en plus complexes. Aujourd'hui, 4 enfants viennent déjeuner dans ma cuisine, donc je vais mettre la table, je vais avoir besoin de 4 assiettes, 4 verres, etc. Mais pour donner la possibilité de jouer, il faut réfléchir aux espaces. Et ces espaces, ils doivent être aménagés avec du mobilier de qualité qui répondent à des normes strictes et être pourvus, bien sûr, de fournitures variées qui vont aider à la construction du lexique. Alors, c'est ce qu'on appelait avant les coins, et moi, je me bats depuis des années, et d'ailleurs pas que moi, hein, c'est les spécialistes d'école maternelle se battent pour qu'on n'appelle plus ces coins des coins, mais des espaces. Et ils ne sont pas installés n'importe où, ni par hasard. Ils répondent à une progression. Par exemple, dans une classe de maternelle, on va trouver un espace cuisine, comme celui que vous voyez là, qui va sans doute être remplacé petit à petit en grande section par un espace épicerie et marchande. Et tout ça, ça coûte cher. Ces objets, ces mobiliers, on ne les trouve pas n'importe où. Vous voyez là sur le slide un enfant qui joue, hein, sur votre gauche là, et puis un mobilier de maternelle. Ces espaces-là, ça coûte excessivement cher. Ce sont des réels investissements hein, qui justifient en partie le coût élevé d'une scolarité en maternelle. Alors, il n'y a pas que ça. Une classe maternelle, elle coûte cher aussi parce qu'il y a 2 adultes qui interviennent dans une classe maternelle, un enseignant et une ou un ASEM. Donc, il y a du mobilier, des jeux. C'est un investissement qu'il faut envisager sur le moyen et le long terme, que ce soit pour vous, que pour une direction générale. À court terme, une classe de maternelle n'est pas rentable. À court terme, elle l'est principalement à moyen et long terme et c'est un investissement indispensable. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'école maternelle, elle sert de fondation aux apprentissages disciplinaires ultérieurs. Donc, on comprend que sans ces apprentissages dits premiers, au sens de primordiaux, le risque de difficulté, voire d'échec scolaire, il est important. Et ça, c'est un constat récurrent que je fais, moi, depuis des années, alors en France, donc maintenant avec la scolarisation obligatoire en France, ça se calme, mais que j'ai fait aussi ici, en Tunisie. À l'école élémentaire, les enfants qui sont en difficulté scolaire, ils le sont généralement pour 2 raisons, c'est très simple. Hein. Soit ils souffrent de troubles spécifiques, et là on rentre dans le champ du handicap, soit ils n'ont pas bénéficié de l'enseignement en maternelle. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que le risque de difficulté scolaire est grand sans la scolarisation en maternelle? Et pour comprendre ça, il faut d'abord qu'on voit ensemble ce qui vous incite, vous parents, à scolariser vos enfants dans une école maternelle française. Alors, une des premières raisons, évidemment, qui vont vous inciter à scolariser votre enfant dans une école française alors que vous êtes en Tunisie, eh bien, ce sont les liens privilégiés entre nos 2 pays. La France et la Tunisie, elles partagent une histoire commune et les liens entre nos 2 pays restent forts. La Tunisie, c'est un pays globalement francophone et les apports interculturels des 2 pays sont riches. Les Français sont très attachés à la Tunisie, qu'ils voient comme un pays ami, et nos valeurs sont proches. Même dans ce qui nous différencie, le respect est grand. Et les Tunisiens sont nombreux à avoir bénéficié d'un enseignement dit à la française, soit dans les écoles
française en France, soit dans les écoles françaises en Tunisie. D'ailleurs, la Tunisie, c'est un des pays qui compte le plus d'écoles françaises et la demande d'homologation d'une école par le ministère de l'Éducation nationale français augmente chaque année en Tunisie. Alors, à ce sujet, je précise que le groupe scolaire René Descartes, au sens large, ici à Nasser, donc de la petite section jusqu'en terminale, est homologué. C'est toute la scolarité qui est homologuée par le ministère français. Alors évidemment, ce qui vous pousse le plus en général à inscrire votre enfant à l'école maternelle française, c'est pour la maîtrise de la langue et du langage. Faire le choix de l'école maternelle française quand on vit en Tunisie, alors qu'il existe d'autres structures d'accueil, des jeunes enfants pour vous dans votre pays, c'est souvent faire le choix d'une langue au-delà de la spécificité de l'école. Si vous ne parlez que le tunisien à l'école, alors inscrire votre enfant à l'école maternelle française, c'est une chance que vous lui offrez, puisqu'il va très vite devenir bilingue. Si vous parlez le français à la maison, mais vous êtes dans le même cas que les familles françaises en France, on parle la langue à la maison, mais c'est à l'école qu'on apprend à maîtriser et construire le langage. Alors, la langue et le langage, ce sont deux entités qui sont différentes. La langue, c'est un système conventionnel formé de signes, des mots, qui s'organisent en syntaxe, en phrases. La langue, c'est un objet qui est indépendant de nous. La langue tunisienne, elle existe indépendamment de nous et elle obéit à des codes précis, tout comme la langue française. Chaque langue a ses codes, ses signes, ses organisations. C'est ce qui explique la difficulté d'apprendre une langue qui n'est pas la langue maternelle. Le langage, c'est pas un objet. Le langage, c'est le résultat de l'activité intellectuelle. C'est le produit de l'activité d'une personne qui s'exprime en utilisant une langue. Maîtriser le langage, c'est être capable d'exprimer ses besoins, ses envies, ses idées, ses opinions. Maîtriser le langage, c'est en interaction avec la construction de la pensée. C'est parce qu'on maîtrise le langage qu'on peut exprimer une pensée, écouter celle de l'autre, revoir la sienne éventuellement et la modifier. Autrement dit, le langage, ça a une fonction sociale, psychologique et cognitive. La maîtrise du langage, elle se construit à l'école maternelle parce que l'école maternelle, c'est l'école de l'oral, c'est l'école de la parole. Alors, pas uniquement de la parole libre, mais surtout de la parole structurée. Et les programmes de l'école maternelle donnent la priorité à la maîtrise de la langue et du langage en demandant aux équipes enseignantes de construire des progressions en langue et en langage. Je vous donne un exemple. En petite section, un enfant de petite section va dire « Tu sais, maîtresse, j'ai froid ». Et on va attendre d'un enfant de grande section d'être capable de dire « Maîtresse, tu sais, j'ai froid car ce matin, j'ai oublié mes gants à la maison ». La maîtrise de l'oral, c'est une condition qui est indispensable, c'est évident, à la maîtrise de l'écrit. Sans oral, pas d'écrit. Sans oral ni écrit, pas d'apprentissage disciplinaire à l'école élémentaire. À l'école, le langage, c'est forcément l'instrument de communication exclusif. C'est par le langage qu'on s'exprime à l'école. À la maison, ce n'est pas forcément le cas de façon automatique. C'est-à-dire qu'évidemment, vous vous exprimez par le langage à la maison, mais il y a d'autres choses aussi. Vous, en tant que parent, vous savez décoder les mimiques. Par exemple, si vous voyez votre enfant qui sortit dans tous les sens, vous savez qu'il a envie d'aller aux toilettes. Et donc, vous, maman, papa, vous devancez, vous lui dites « va aux toilettes ». À l'école, l'enseignant, lui, va devoir poser la question, qu'est-ce qui se passe, pour inciter non seulement l'enfant élève à s'exprimer, mais aussi pour qu'il intègre peu à peu l'idée que pour se faire comprendre, on doit parler. Donc le langage, c'est aussi un moyen de représentation du monde. À l'école, on parle de quelque chose qui n'est pas forcément présent là, maintenant, tout de suite. Et c'est à la maternelle qu'on va passer cette transition entre ce qu'on expérimente tout de suite et le langage un peu plus abstrait. C'est la différence entre le langage en situation et le langage d'évocation. Je m'explique. Le langage en situation, c'est quand l'enfant parle de quelque chose qui se passe maintenant. Le langage d'évocation, c'est être capable de parler de quelque chose en différé, donc qui ne s'est pas passé maintenant, à quelqu'un qui en plus n'a pas assisté à la scène. Et ça, c'est très difficile. C'est le fait d'évoquer. L'enfant petit, il va commencer petit à petit à être dans cette évocation, mais il va être dans un langage qui sera du style « j'ai fait ça, après j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça, et puis j'ai fait ça ». Et on comprend le lien qui se fait avec les apprentissages qui vont se mener ensuite à l'école élémentaire. Comment est-ce qu'on peut envisager une production écrite, précise, en termes de lexique, de vocabulaire, en termes de syntaxe, si l'enfant n'a pas acquis d'abord cette production orale à l'école? Et puis le langage, il devient peu à peu sujet d'étude. C'est ce qu'on va appeler la grammaire, la conjugaison, l'orthographe. Ça, c'est à l'école élémentaire. Mais il ne peut devenir sujet d'étude que s'il est connu. Donc, attendre d'un enfant non francophone, ne maîtrisant pas suffisamment le langage oral, de s'exprimer à l'écrit et de comprendre le fonctionnement de la langue et du langage,
c'est une utopie si on lui demande ça trop brutalement à l'école élémentaire. Donc le langage, c'est un enjeu déterminant pour la réussite scolaire. C'est la priorité de l'école maternelle en vue de l'égalité des chances. Pour les enfants qui sont non francophones, il va falloir qu'ils apprennent à s'exprimer dans le français langue de scolarisation. Plus ils le font jeunes, plus ils le font en position de réussite. Donc pour vous, parents, choisir l'école maternelle française, c'est choisir une pédagogie qui s'appuie sur le jeu, la réflexion, la manipulation, mais c'est aussi choisir une langue et un langage. Alors, autant choisir évidemment notre école, tant qu'à faire. Alors, l'école René Descartes, elle comprend cette année, ça évolue en fonction des effectifs, elle comprend 7 classes, de la petite section à la grande section. L'équipe enseignante, elle est composée d'enseignants français, d'enseignants tunisiens, évidemment qui maîtrisent la langue et qui sont tous formés à la pédagogie française. On scolarise des enfants tunisiens, des enfants français, des enfants originaires d'autres cultures, d'autres pays. Ça nous permet une richesse multiculturelle à laquelle on est très attaché. Alors, en plus des 24 heures d'enseignement, dans les programmes français, les enfants ont 24 heures d'enseignement par semaine. En plus de ça, vos enfants vont bénéficier de 3 heures d'enseignement de la langue arabe. Donc, très tôt, ils sont imprégnés de plusieurs cultures et plusieurs langues et c'est ce qui les rend prêts à devenir des jeunes responsables, attentifs aux autres, capables de réfléchir, d'exprimer une opinion dans différentes langues et de comprendre et d'accepter celle des autres. Donc, du petit enfant qui arrive en petite section au jeune élève qui quitte l'école à la fin du CM2, on met tout en œuvre pour lui assurer un parcours scolaire de qualité, exigeant, c'est vrai, rigoureux, c'est vrai aussi, mais en respectant son rythme, tout en faisant preuve donc de respect et sans jamais faire preuve d'autoritarisme. Donc je conclus, scolariser son enfant dans une école maternelle française en Tunisie, c'est un choix. C'est le choix d'une pédagogie originale et de qualité dont nous, à l'école, on est fiers. C'est aussi pour vous devenir parent d'élèves, membre d'une communauté éducative où chacun doit faire son métier en confiance, sans considérer qu'il existe une supériorité des uns par rapport aux autres. La réussite du parcours scolaire d'un enfant élève, elle repose sur l'équilibre entre ces facteurs. L'adhésion à des programmes ministériels. Vous choisissez d'inscrire votre enfant dans une école maternelle française, vous savez qu'il va devoir donc bénéficier des programmes français. La compréhension et la signature d'un règlement scolaire qui s'impose à tous, vous parents, nous enseignants, direction générale, et le respect des valeurs qui sont fortes, c'est le droit à la différence, le droit à l'erreur, la politesse, la tolérance, la bienveillance, l'écoute mutuelle et la confiance. Dans notre école, c'est une communauté évidemment qui vit. Une école, ça vit, ça évolue, ça progresse, ça s'adapte. Parfois, ça se trompe, ça revient, ça réfléchit. Mais c'est toujours dans un souci d'excellence pour le bien des enfants. Et donc, à l'école, on joue, mais on travaille. Et ce n'est pas du tout antinomique. Une première rentrée scolaire, ça se prépare et ça se travaille, ça s'anticipe. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que déjà, vous en avez conscience de ça. Ce sera le cas pour la rentrée de 2021. On vous présentera ultérieurement la façon dont on préparera cette rentrée. Mais à partir du moment où vous validerez cette inscription dans notre école, là, il commence déjà le travail de partenariat entre vous et nous. Il ne commence pas le 1er septembre 2021. Il commence à partir du moment où vous l'inscrivez. Voilà, alors je ne sais pas si je vous ai convaincu de scolariser votre enfant à l'école maternelle. J'espère en tout cas éclairé. Donc là, je pense qu'il y a certainement des questions. Je suis évidemment à votre disposition. Je vous laisse quand même dans le dernier slide. Voilà. Alors, vous avez mes coordonnées, l'adresse mail. Il y a des repères bibliographiques que vous pouvez consulter si vous le souhaitez, d'autres documents, des photos que je pourrais vous envoyer, des liens vidéo aussi que je pourrais vous envoyer. Et surtout, n'hésitez pas. Donc, l'école maternelle, c'est l'école de la parole, c'est l'école de la communication entre vous et nous. Et c'est important. Voilà, c'est bon pour moi, donc je vous écoute. Je te laisse la parole, Pascal. Oui, merci Valérie, merci pour cet exposé qui est vraiment très complet, très professionnel. C'est dommage que je n'ai pas d'enfants à scolariser à Tunis, parce que moi je suis convaincu en tout cas. Voilà, j'ai des questions à poser. Alors, il y en a une d'abord, il y a eu déjà plus ou moins une réponse, mais autant affinée. C'est quel est le ratio éducateur nombre d'élèves par classe dans les écoles maternelles?
Alors, je ne sais pas si la question porte sur l'ensemble des écoles maternelles françaises ou sur le groupe scolaire René Descartes. On peut répondre sur les deux. Je ne sais pas qui est-ce qui répond. Valérie, tu réponds ou que je prends la parole? C'est comme tu veux, Dora. Toi, tu peux répondre en termes chiffrés. Et puis moi, j'aurais une réponse peut-être plus pédagogique. Donc, je vais parler de l'école René Descartes, puisque donc on connaît un peu nos ressources, les ressources qu'on est en train de mettre au niveau de l'école. Donc, actuellement, le ratio d'encadrement, il est de 1 pour 8 élèves pour toute l'école primaire et maternelle, en incluant la maternelle. Spécifiquement, l'école maternelle, une classe maternelle, comme a dit donc Valérie tout à l'heure, donc mobilise une enseignante, mobilise aussi une SN, et puis une femme de service qui est partagée généralement entre 2 ou 3 classes. Voilà. Donc, à part tout le personnel d'encadrement qui est à disposition, la direction, les EAD, les assistants d'éducation et tout le personnel donc pédagogique qui est à côté. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Valérie? Oui, juste pour dire que, en fait, je comprends que de la part des parents, c'est toujours très important de savoir mais combien il y a d'enfants dans la classe. Parce que ça fait peur, on se dit, mais s'ils sont 30, ça va être trop. Alors, bon, d'abord, donc 30 en maternelle, non. L'idéal, c'est entre 20 et 25. Et bon, 25, c'est beaucoup déjà en maternelle. Cela dit, on ne peut pas tellement raisonner comme ça en données chiffrées parce que ça dépend de l'âge des enfants et ça dépend de l'aménagement de la classe, ça dépend de la taille de la classe aussi. Si l'espace classe est petit, on ne va pas mettre trop d'enfants. Donc, c'est important pour nous de faire le lien entre les effectifs, l'aménagement de la classe, les projets qui seront proposés. Donc, franchement, je comprends, mais ne vous focalisez pas trop. En plus, là, à l'heure actuelle, je pense que même Madame Selaoui, qui est pourtant directrice générale du groupe, elle ne pourrait pas vous répondre de façon assurée. Voilà, dans la classe de petite section de votre enfant l'année prochaine, il y aura tant d'élèves. Ça va dépendre des inscriptions. Maintenant, sachez que moi, en tant que directrice pédagogique, c'est une concertation aussi que j'ai avec Madame Selaoui et que j'insiste quand même pour qu'il n'y ait pas plus de 25 élèves par classe maternelle. Selon moi, c'est un grand maximum. Voilà. Mais il ne faut pas trop s'attacher quand même à des données chiffrées. On pourrait très bien avoir une classe de maternelle avec seulement 15 enfants qui ne tourneraient pas, hein, parce que les apprentissages ne seraient pas mis en valeur de façon efficiente. Voilà, j'espère que j'ai répondu correctement à cette question-là. Autre question? Merci. Oui, une autre question. Pour une petite fille qui est née en février 2018, est-ce qu'elle peut rentrer au groupe scolaire René Descartes en septembre? Et si oui, dans quelle classe? Alors, février 2018, donc elle va avoir 3 ans dans quelques jours, là. Donc, elle va rentrer au mois de septembre en petite section. Elle va rentrer en mois de septembre en petite section. On rentre à l'école l'année de ses 3 ans. Donc, la petite fille, elle va avoir 3 ans au mois de février, elle va rentrer à l'école en septembre en petite section. Mais l'enfant qui va avoir 3 ans au mois de novembre 2021, il va rentrer aussi en petite section. Je rajouterai donc la fille là, elle va rentrer, donc elle va pouvoir rentrer en petite section, mais je rajouterai donc que la nouveauté pour la rentrée prochaine, que le groupe scolaire ouvre aussi la toute petite section. Et l'accès donc à l'école pour les enfants en toute petite section est possible si l'enfant il a 2 ans. Il a déjà donc ses 2 ans, donc c'est pas l'année de naissance, mais plutôt ses 2 ans. Révolu, oui, là oui. Voilà. Oui, tout à fait pour les toutes Autre question. Oui. Autre question. Est-ce que véritablement c'est important de faire commencer l'école maternelle en petite section? Est-ce qu'on ne peut pas rentrer 1 an après, ou en moyenne section, ou en grande section? Est-ce qu'il est important de commencer dès la petite section? Oui, c'est important. Qu'est-ce qui répond? Alors moi, je veux bien répondre, Dora, si tu veux. Oui, c'est important de rentrer en petite section. Et c'est vrai que pour les parents, on se dit, mais ils sont petits, ils ont 3 ans, parfois ils n'ont même pas 3 ans. C'est important de rentrer à l'école dès la petite section parce qu'en petite section, on travaille aussi.
Et j'ai exposé tout à l'heure ce que ça voulait dire que travailler et apprendre en maternelle. Alors, au contraire, hein, les apprentissages en petite section, ils sont extrêmement importants. C'est en petite section qu'on va apprendre la socialisation, le fait de travailler en groupe, le fait de devenir peu à peu autonome aussi. Donc, il y a un travail extrêmement pointu qui se fait en petite section. C'est très important. J'ai envie de dire, si vous comptez scolariser votre enfant à l'école maternelle, n'attendez pas, hein, il faut le faire en petite section. Même le fait de ne pas avoir fait la petite section, ça a un impact, hein, la moyenne section et la grande section. Il y a 3 ans, ce n'est pas pour rien. Je rajouterais même qu'une scolarité en petite section, elle est vraiment nécessaire pour que l'enfant arrive à maîtriser un niveau langagier assez satisfaisant. Je le vois de par mon expérience à travers mes enfants. Je sais que la petite section, elle a beaucoup contribué à développer le vocabulaire, surtout que, enfin, vu le contexte, moi, c'est une famille qui est, on va dire, tunisienne. On ne parle pas français à 100% à la maison. Donc, à l'école, l'enfant, il parle français. C'est via la petite section, je vais dire que mes enfants, ils ont pu maîtriser la langue. Oui, complètement. Autre question, est-ce qu'il y a détection des troubles d'apprentissage qui s'opèrent au niveau de l'école maternelle? Oui. L'école maternelle, justement, et c'est la demande de spécificité de l'école maternelle française, donc on applique aussi ça, on fait des évaluations pour détecter effectivement les troubles des apprentissages. Alors, on procède comme en France, hein, forcément. On ne fait pas d'évaluation qui détecte les TDA, un trouble déficitaire de l'attention, par exemple, ou trouble des apprentissages. On n'en fait pas en petite section parce qu'on considère que de toute façon, ce sera toujours trop tôt. Là, il faut vraiment respecter le rythme. On commence à observer en moyenne section et les vraies évaluations des troubles spécifiques des apprentissages, elles se mettent en œuvre en grande section et c'est là qu'on peut détecter effectivement des troubles et mettre en œuvre, avant même l'entrée au CP, les moyens de suivi des enfants à besoins éducatifs particuliers. C'est une obligation, hein, ça s'impose à nous dans les écoles homologuées. Et je rajouterais même encore, donc, au plus tôt que c'est détecté, au plus tôt que c'est mieux. Donc, pour l'enfant, pour pouvoir l'accompagner correctement. Oui. Alors, encore une autre question. Au-delà des 27 heures d'enseignement, est-ce que le groupe scolaire René Descartes propose d'autres activités socio-culturelles qui pourraient aider l'enfant à s'épanouir? Dora, je te laisse répondre par rapport à la garderie. Donc là, la maman, non, le papa, donc il demande sur je pense les activités, donc périscolaires plutôt, et les clubs. Les clubs et les activités périscolaires, elles ont été suspendues depuis 2 ans. Actuellement, ce qui est mis en place au niveau de l'école, c'est la garderie scolaire, à travers donc les heures qui sont donc où l'enfant est placé en garderie. On essaie de maintenir des activités ludiques, que ce soit des activités artistiques ou que ce soit des activités sportives. Je vais répondre d'une autre manière parce que je pense que cette question est posée par un parent d'élève, tunisien qu'on ne pose souvent lors des inscriptions. À part l'enseignement en classe, qu'est-ce que je pourrais rajouter? On est très attaché au niveau en tant que parent tunisien d'assurer encore à part la scolarité d'un enfant encore des activités donc en dehors des classes et ces activités c'est sûr elles auront leur ça peut être, je vais dire, productif, ça peut être intéressant pour un enfant, mais un enfant qui passe déjà 27 heures, 28 heures, donc à l'école, c'est un système école, c'est pas un jardin d'enfants, donc il y a déjà assez d'instructions donc au niveau de l'école maternelle. Je ne pense pas que rajouter encore des heures dans d'autres activités serait judicieux. Est-ce que je peux ajouter? Voilà. Je peux ajouter quelque chose par l'expérience que j'ai donc en France et ici en Tunisie. Alors, Doha, je suis complètement d'accord avec toi.
je sens une espèce de pression quand même hein, sur il faut que mon enfant aille à l'école et des activités. Et attention, parce qu'on on le voit, moi je le constate, des enfants qui sont sursollicités, surexposés, qu'on veut absolument mettre en activité tout le temps. Alors, l'école, 27 heures par semaine, c'est déjà beaucoup. Quand l'enfant rentre en maternelle, en petite section, 27 heures, il est fatigué, hein, il est très fatigué. Et attention aussi à respecter le rythme des enfants. Vous raisonnez, et ça peut se comprendre, en termes d'adultes, c'est-à-dire que vous dites, oui, mais je veux que mon enfant fasse du sport, de la musique, ci, cela, du théâtre, etc. Bon, c'est bien, mais ça, c'est votre raisonnement d'adulte. Un enfant n'a pas ce rythme-là, et attention, ils sont beaucoup trop occupés. Et on voit parfois des enfants qui ont des emplois du temps, des agendas, mais je crois qu'ils travaillent plus que nous. Votre enfant travaille à l'école, et c'est déjà beaucoup. J'ai entendu le terme épanouissement dans la question. L'épanouissement, on veut qu'il se fasse à l'école. Quand l'école est terminée, votre enfant, alors bien sûr, il peut faire une activité par semaine, le week-end par exemple, mais sinon, votre enfant, il a besoin de rentrer à la maison, de goûter, de se reposer au calme, de faire des jeux calmes, mais éventuellement avec vous, plutôt que d'aller chercher des sursollicitations d'activités extérieures, en fait, il y a un truc qui est super qu'on peut faire avec ses enfants, c'est aller se promener ou faire un jeu de société avec ses enfants, mais simplement en famille. Attention hein, à ce dérapage comme ça, c'est trop. Et c'est pas qu'ici, hein, c'est en France, je constatais la même chose. Laissez-les vivre un peu ces enfants-là. Ils ne sont que des enfants. Et c'est promis à l'échelle d'une vie, ils vont s'en sortir quand même. Merci. Merci. Alors, il y a une question un peu plus, je dirais, pratique. Comment se passe la restauration des enfants à l'école maternelle? Est-ce qu'ils ont les mêmes menus que les élèves de l'élémentaire? Comment ça se passe? J'ai vu le mot cantine. Alors, à titre personnel, je veux dire que moi, à titre personnel, j'aime pas trop le mot cantine. Je préfère le terme de restauration scolaire ou restaurant scolaire parce que pour moi, il y a quand même une dimension aussi éducative. Hein, à l'école, où le moment du repas est un moment éducatif. C'est une petite parenthèse. Qui est-ce qui répond à cette question? Là, je pense que c'est la directrice générale qui doit répondre. La restauration. Il y a une différence dans les menus, bien sûr. Donc, à savoir, bon, le menu, il est proposé actuellement par l'APE. Donc, c'est l'APE qui se charge d'établir un menu donc approprié pour les enfants de l'école élémentaire, donc, en incluant aussi donc l'école maternelle. La seule différence dans le menu, c'est les quantités qui sont servies. Après, au niveau de la restauration scolaire, les enfants sont assistés par l'ACSEM, donc en charge de la classe. Pendant ce temps-là, ils sont assistés aussi par une femme de service, donc qui pendant ces temps-là. Mais une adaptation autre au niveau des menus, non. C'est un menu qui est élaboré, donc que ce soit pour un enfant donc en maternelle ou en primaire, c'est le même menu qui est proposé actuellement. Voilà. J'espère avoir répondu. Voilà. Oui, enfin pour moi, je pense que oui, c'est assez complet. Une petite question, je pense qu'on y a déjà répondu. Hein. Comment s'assurer en inscrivant notre enfant dans une école française à l'étranger qu'il bénéficie de tous les avantages pédagogiques cités, mais en même temps qu'il ne soit pas déconnecté de son environnement socioculturel et éviter de potentielles crises d'identité? Oui, vas-y. Ça, c'est une excellente question. Alors, comment on peut garantir que les apprentissages dont j'ai parlé seront menés? Alors, on les garantit parce qu'on est homologué, donc on est obligé. D'autre part, moi, en tant que directrice pédagogique, alors après, vous fassiez confiance, c'est-à-dire que je me porte garante, moi, des enseignements qui sont menés dans l'école. Par rapport à son environnement socioculturel, alors, c'est pas parce qu'il va bénéficier des enseignements des programmes français qu'il va être déconnecté. Au contraire, c'est justement, on fait tout pour que les enfants restent bien dans leur environnement socioculturel. Quand ils arrivent à l'école, on leur dit pas, attention les enfants, là vous arrivez en France. Ils arrivent pas en France. Ils arrivent dans une école en Tunisie. Ils sont en Tunisie avec des adultes qui sont tunisiens, des enseignants tunisiens, des ACM tunisiens. Il y a des directeurs tunisiens aussi. Ils bénéficient de l'enseignement de la langue arabe.
ils vont bénéficier des programmes en termes de volume horaire et des contenus d'apprentissage du ministère français. Mais nous, on tient absolument à ce qu'ils gardent cet environnement socioculturel-là et au contraire, on la favorise. C'est-à-dire qu'on est très attaché au fait que les enfants bénéficient de cette biculture. Ne serait-ce que par exemple par les sorties scolaires. Quand on va faire des sorties scolaires, c'est riche ici. Hein, quand on va avoir l'apprentissage en histoire de tout ce qui est civilisation romaine, etc. On a Carthage juste à côté de chez nous. On ne va pas leur passer des vidéos-projections de choses qui sont dans d'autres pays. Donc, c'est même pas une obligation, c'est une valeur pour nous. On est une école homologuée par l'État français, mais on reste une école tunisienne. Donc, c'est important pour nous, cette biculture. Voilà, une dernière question avant le petit mot de la fin. Si l'enfant a un caractère un peu spécial, si on peut dire timide, hyperactif, jaloux, etc. Alors, il n'y a pas la question, mais je pense qu'elle est… Est-ce que je peux quand même l'envoyer à l'école maternelle? Oui, bien sûr que oui. Heureusement qu'il n'y a pas de sélection sur les caractères. D'abord, votre enfant, il est comme ça à la maison et ce sera certainement un enfant différent à l'école. Donc, il n'y a rien qui empêche un enfant d'être scolarisé à l'école maternelle. Et puis, s'il est trop bavard, tant mieux, il parlera beaucoup. Puis, s'il est vraiment trop bavard, il apprendra en classe à être moins bavard. S'il est très turbulent, on s'adaptera aussi. Donc, il faut pas… en fait, l'erreur, ce serait de se dire… J'attends que mon enfant à la maison me montre l'image d'un élève parfait avant de le mettre à l'école. Non, parce qu'en fait, il va devenir un élève parce qu'il viendra à l'école. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut raisonner. Bien, le mot de Pascal, si tu permets, avant qu'on ait qu'on a le mot de la fin, est-ce que, Valérie, je vais te poser aussi une question que je pense peut-être certains parents se poseraient éventuellement. C'est les méthodes auxquelles nous sommes actuellement en train d'entendre parler, comme la méthode Montessori. Quelle méthode, je pense que beaucoup de parents se posent la question, quelle méthode idéale pour la scolarité de mon enfant, parce que parfois c'est même pas l'école, hein, c'est même pas le système français, c'est la méthode. Oui. Les parents se posent une question autour de la méthode enseignée. Oui. Alors, la méthode idéale, bon, évidemment, hein, ça c'est une réponse, elle n'existe pas, sauf que en maternelle, et moi j'y tiens absolument, hein, de toute façon c'est un impératif et puis ça fait partie des valeurs de l'école maternelle. L'école maternelle, elle se base sur tout ce qui est manipulation, donc atelier de manipulation. Qui dit atelier de manipulation dit école d'inspiration Montessori. Après, on n'est pas forcément obligé d'adapter tout ce qui est Montessori dans notre école, mais il est évident que l'autre école maternelle, elle se base sur cette pédagogie-là des ateliers de manipulation inspirés de Montessori et de Freinet. À titre indicatif, la semaine dernière, oui, mercredi dernier, j'ai mené une conférence comme ça alors là, c'était avec le personnel enseignant et le personnel en général de l'école, et on a beaucoup travaillé sur les ateliers de manipulation auxquels je tiens énormément. Donc, c'est d'inspiration Montessori là dans les classes de maternelle. Très bien. Très bien. Voilà, vous avez peut-être d'abord le mot de la fin à Valérie par rapport à ça, un petit mot de conclusion avant de laisser la parole à Mme Selaoui. Je vous remercie. J'espère ne pas vous avoir fait peur, vous avoir donné envie. Moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est que vous sachiez que l'école maternelle, selon moi, c'est l'école la plus importante. C'est une vraie conviction, hein, une vraie valeur. Et d'autre part, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que il faut absolument que la communication, elle se fasse très vite entre vous, parents, et nous à l'école. Et surtout, il faut échanger, parler. Vous aurez des questions, vous aurez des remarques, vous aurez des choses que vous ne comprendrez pas, des choses même qui vous mettront en colère. Je sais pas. Il faut en parler, il faut le dire, parce que nous, l'école doit être transparente par rapport à vous, mais parfois, il y a des choses qui nous semblent évidentes. Et puis, en fait, pour vous, ce ne sera pas forcément évident. Donc, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est ce dialogue constant. Et puis, très honnêtement, c'est vrai, les enfants qui sont en échec scolaire, ici, là, à l'école élémentaire, c'est principalement les enfants qui n'ont pas fait l'école maternelle française. Donc, l'école maternelle française, elle est importante en fonction du choix que vous voulez pour votre enfant, pour la suite de toute sa scolarité. Voilà, merci. Et puis, j'espère avoir de nombreux mails. Merci Valérie. Merci Valérie. Donc, merci pour cette conférence.
Et merci d'avoir répondu aux questions des parents d'élèves. J'espère vous voir nombreux. Donc, cette conférence sera publiée sur notre site et sur les pages réseau donc, du cours scolaire René Descartes d'ici cet après-midi. Vous pourriez donc la revisionner donc, pour avoir plus d'informations. Ou si vous souhaitez encore, donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours donc, les poser à notre directrice pédagogique. Voilà, merci Pascal. Merci d'avoir animé cette conférence. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, juste une petite chose, Valérie, on nous demande de rappeler votre adresse email. Ah, alors attends, je vais repartager mon écran. Important. Oui. Si on mettra l'information sur le site. Mais voilà, vous le voyez. Donc, vkaiser@gsrdtunis.org. Voilà. Merci. Donc, merci Valérie, merci Madame Selaoui. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. C'est une première au groupe scolaire René Descartes, mais je crois aussi dans le réseau tunisien. Oui. Voilà, confirmé par Madame Selaoui. Et vous avez bien compris que l'école maternelle, inscrire son enfant à l'école maternelle, c'est un engagement, c'est une véritable réflexion et j'espère qu'aujourd'hui, à travers ce webinaire, nous avons participé, nous avons aidé dans cette réflexion. Merci à tous et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.